Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Barbry, dit JB, pour ce nouvel épisode. Salut JB et bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline, merci à toi. J'ai envie de prévenir nos auditeurs et nos auditrices, JB, qu'on se connaît dans la vraie vie puisque nous étions dans la même promo à l'école vétérinaire de Lyon. Tu es donc sortie de Lyon en 2012, après avoir fait ta dernière année en bovine à Saint-Hyacinthe. Tu es ensuite revenue en France pour exercer en rural pur au nord de Lyon. Et en 2014, tu vas vivre un événement qui change complètement la trajectoire de ta carrière. Tu vas à l'ENVT faire un stage en ophtalmologie et pour toi, c'est une révélation. Suite à ce stage, tu vas passer 4 ans à exercer dans une clinique de canines pure où tu développeras de plus en plus ton attrait et ta pratique en ophtalmologie. Au cours de ces 4 années, tu décroches notamment le CES d'ophtalmologie. Tu décides de suivre ta passion au point de changer complètement de région et de rejoindre ton mentor Olivier Balland à la clinique Lorenvet. À ce moment-là, ta compagne Aurélie Couqui, qui est également sortie de l'école vétérinaire de Lyon, te suit dans l'aventure. J'en profite d'ailleurs pour lui faire passer un gros bisou. Tu vas exercer pendant 5 ans dans un service 100% ophtalmologie. Et en septembre 2022, tu décides de saisir une opportunité et d'intégrer le CHV Onlivet à Lyon, où tu es en charge de développer le pôle ophtalmologie. Ça fait environ 2 ans et demi que l'aventure Onlivet a commencé et tu pourras nous en dire plus au cours de cette interview sur les projets à venir. Dans la vie, tu n'es pas que vétérinaire, tu es aussi un compagnon et un papa de 2 petits garçons de 5 ans et 3 ans. Et tu es également passionné de sport et particulièrement de trail et d'ultra-trail. En gros, tu aimes l'adrénaline et tu fais en sorte d'en avoir dans ta vie pro et dans ta vie perso. Est-ce qu'il y a quelque chose, JB, que tu ajouterais ou que tu dirais autrement dans cette introduction ? Non, c'est un parfait résumé des 10 dernières années. Ok, trop cool. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette interview et la première question traditionnelle que j'aimerais te poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? 2 choses. Je suis issu d'une famille avec pas mal d'oncles et tantes qui sont agriculteurs, agricultrices. Donc j'ai pas mal passé mes vacances à la ferme et j'ai toujours aimé être auprès des animaux de la ferme. Donc là, la révélation, c'est quand le véto venait faire des vélages ou des césariennes, et c'est ça qui m'a donné envie. Et après, je dirais que j'avais naturellement un gros attrait pour les matières scientifiques et particulièrement la biologie du vivant. Voilà. Et donc c'est venu assez rapidement, hein. Je pense que dès le CP, à la question de la maîtresse, c'est une démarche. Naturellement, je disais vétérinaire. Ok, tu faisais partie de cette proportion de gens qui ont su très vite dès tout petit. Exactement. Pour jamais mettre en cause ce choix. Ouais, ok. T'avais réfléchi à des portes de sortie au cas où tu n'arrives pas à décrocher ton entrée dans une école ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça a été un gros passage difficile quand j'ai loupé le concours BCPST la première fois, où je pense que la première fois que je devais envisager que potentiellement ça allait pas se faire. Ok. Et bon, je me suis motivé pour faire une 3e année, mais ça aurait été difficile de pas avoir le concours. Ouais. Bah écoute, tant mieux, t'as pas eu besoin. Il existe peut-être un univers parallèle où tu n'as pas eu le concours au bout de 3 ans, mais en tout cas, Bon. tu l'as eu. Et tu as intégré l'école de Lyon. Quels souvenirs tu gardes de tes années à l'école ? Incroyable.
C'était, ouais, c'était des super belles années. Heu, je trouve qu'on était dans un microcosme, extraordinaire et puis, pour moi, c'était vraiment la découverte, d'une vie étudiante, loin de chez moi. Parce que je suis OK. originaire du nord de la France, donc au final, déménager dans Lyon, bah, c'était quitter, la famille, les copains du lycée, donc Mmh. sacrée aventure et puis, j'ai trouvé l'intégration extraordinaire et donc, une nouvelle famille. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Pour toi, c'était à ce point, génial. Tu as gardé, beaucoup de contacts de gens avec qui tu as fait l'école? Ouais, j'ai gardé pas mal de contacts, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on est toujours dans la région lyonnaise, parce D'accord. qu'il y a pas mal d'amis, de l'école qui sont restés, des amis, encore aujourd'hui, dans notre vie et très proches. OK. Qui sont donc, restés aussi autour de Lyon. Ouais, exactement. Génial. S'il y avait, un souvenir comme ça là qui te vient, de l'école, de tes années à l'école que tu aimerais partager avec les auditeurs, les auditrices et avec moi, ce serait lequel? Je pense que c'est la coloc. OK. Je me souviens de ma maman, qui m'a dit: «Surtout, ne va pas en coloc», elle m'a dissuadé d'aller en coloc. Je sais pas trop pourquoi à l'époque, les raisons. J'ai pas suivi son conseil et je suis vraiment content de pas l'avoir suivi. C'est Mmh. resté une amitié, importante et ça a permis aussi de, voilà, découvrir, d'autres personnalités, d'autres façons de fonctionner au quotidien et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Mmh. Bah, on salue, les colocs, Ouais. filles et garçons avec qui tu as vécu, qui nous écoutent peut-être. Qu'est-ce qui t'a donné envie, alors que tu avais adoré, ces années à Lyon, de dire: «Allez, je vais faire ma dernière année à Saint-Hyacinthe au Québec. Je quitte le microcosme, je quitte cette nouvelle famille et je pars». Ouais, l'envie de voyager. J'avais pas trop eu l'expérience avec mes parents, on voyageait beaucoup en France, mais pas trop à l'étranger. Donc D'accord. il y avait une envie d'aller à l'étranger et après, à l'époque, j'étais très, orienté, rural. Voilà, Mmh. c'était, depuis tout petit, hein, c'était faire des césariennes, faire des vélages, c'est ça qui m'avait inspiré et motivé à faire, vétérinaire et du Ouais. coup, l'école de Saint-Hyacinthe était extrêmement réputée en rural. Et donc ça m'a motivé à essayer d'aller dans l'excellence, en rural et donc ça passait par, Saint-Hyacinthe. D'accord. Et tu en gardes quoi de cette année-là? Ouais, c'était encore une autre étape. Finalement, c'est une culture, on va dire, proche de la nôtre, mais il y a quand même, des choses qui sont différentes, même dans les relations. Et puis, c'est une année encore plus loin de la famille, encore plus loin des amis. Le niveau requis était assez important. Donc, ça D'accord. m'a permis de voir aussi, parfois, certaines lacunes qu'on pouvait avoir nous en France, en Mmh. et le niveau, qui a été exigé était assez important. Mais voilà, j'en garde un excellent souvenir. Moi, j'aurais voulu continuer encore un peu plus l'aventure, là-bas au Québec, mais ma compagne, Aurélie, heu corse d'origine, pour elle, c'était pas envisageable, de vivre dans le grand Trop loin, froid. trop froid. Ouais, OK. Ah oui, donc vous avez été à distance pendant cette année-là, parce qu'Aurélie, elle est quelques années en dessous, ouais, c'est ça, hein? ouais, c'était OK. compliqué, mais j'ai eu la chance aussi qu'elle soit venue, c'était plutôt sur la fin de mon cursus, 2 semaines, donc ça a fait du bien de pouvoir passer 2 semaines, au Grand Ouais, Lab ensemble. trop bien. Tu disais, il me semble, hein, que il y avait parmi les différences culturelles, il y avait des différences de communication. Tu as des exemples? Parce que moi, j'en ai un peu entendu parler de ça, qu'il y a des traitements, de la manière dont les profs traitent les élèves, parlent avec les élèves qui sont très, très différents de ce qu'on peut vivre, en France. Tu as des exemples, toi, sur ces sujets-là de la communication, entre profs et élèves qui te reviennent ou pas spécialement? Pas spécialement avec les profs, mais D'accord. c'est avec les amitiés que tu pouvais faire. Je pense qu'ils sont très enfin les Canadiens et Québécois, très accessibles, très très rapidement. Mais après pour avoir une amitié, on va dire, un petit peu plus, solide, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je regrette, mais de cette période, j'ai pas gardé, d'amitié sur le long terme. Ouais. OK. Mais tu es pas le premier qui a ce sentiment-là, de l'accessibilité très, très grande et par contre l'intimité
la solidité de la relation qui est plus challengeante. Ça veut pas dire qu'ils sont tous et toutes comme ça, mais t'es pas le premier à avoir ce sentiment-là. Ok. Donc tu rentres à Saint-Hyacinthe. Euh, le Veto, le très jeune Veto, tout juste diplômé, tout juste aisé, qui s'apprête à prendre son premier poste en presque rural pur. Tu me corriges hein, si j'ai dit rural pur, j'avoue que j'ai eu un petit doute. Comment Ouais, t'as fait de la rural pure. Comment tu vis à ce moment-là tes tout débuts dans la vraie vie de Veto diplômé qui va exercer son métier? Plutôt bien, Ouais, dans une équipe qui est bienveillante. OK, La structure que j'accueille, dans les associés, il y a des personnes que je connaissais de l'école, donc on OK, a des liens d'amitié à l'école et il y avait un espèce de tutorat où il y avait ce qu'on appelait des aides, hem, qui étaient, là déjà depuis, plus d'1 an, donc il y avait pas mal d'expérience et OK. que je connaissais et donc qui m'ont encadré aussi à mon arrivée, donc Ah oui. plutôt une bonne intégration, ouais. Ouais, tu retrouvé le côté un peu cocon, microcosme, je connais, je c'est pas terre inconnue complètement, quoi. Ouais, non, non, ouais, en tout cas, dans les relations avec mes collègues, ouais, c'était des gens, pour la plupart, que je connaissais déjà, donc ça a facilité, l'intégration. Après c'est la particularité de la rurale, hein, c'est qu'effectivement, tu es quand même, livré à toi-même et heu Ouais, et ça, c'est une qualité qu'il faut avoir pour faire de la rurale. C'est une énorme capacité d'adaptation, OK. face à la situation, qui est Mmh. parfois complètement, innovante, novateur et sur laquelle, il va falloir, assez rapidement trouver une solution face à un éleveur, lui, souvent aguerri et qui maîtrise le sujet et parfois même mieux que toi quand tu débutes. Ouais. Je vais recommencer avec mes questions des souvenirs, hein, et moi j'adore aller regarder sur des choses, précises, des détails. Tu as l'air, d'avoir possiblement des souvenirs qui reviennent de moments où tu as dû être, en capacité d'adaptation hyper forte. Tu as un souvenir qui te revient de cette toute première année où tu t'es vu, tenter un truc ou tu vois? Ouais, 1re garde, OK, donc je te dis, hein, c'est un poste, rural pur, mais il y avait quand même, des urgences de canine à assurer et OK. donc c'était un principe il y avait un mentor en backup. Ah, Si vraiment, besoin sur, quelque chose de compliqué qu'on se sentait pas de faire, ou sinon, bah, si on sentait de le faire, on était libre de le faire bien évidemment et donc en rural, finalement, entre mes stages, l'année à Saint-Hyacinthe, j'étais relativement déjà à l'aise. ouais, Il se trouve que la première garde, je me retrouve avec, une mise bas de chienne, d'une éleveuse et donc là, je me dis: «Beh, ça, c'est pas de la rurale». Et il se trouve que j'étais, ce soir-là avec, un des associés qui partait à la fin de la retraite, qui partait en retraite pardon, c'est 2-3 mois après et qui détestait, la canine. Il voulait pas en entendre parler, c'était pas la peine de l'appeler pour nous aider OK. sur un cas de canine, c'était son deal. Donc je savais que j'étais tout seul. Et donc, Ah ouais, il a retrouvé à devoir faire, cette mise bas et qui s'est avérée devoir être une césarienne avec une éleveuse, qui m'a demandé, si j'en avais déjà fait et avec un peu d'aplomb, je lui ai répondu: «Oui, oui, bien sûr, pas de problème, je maîtrise». ce qui était évidemment pas tout à Ouais, fait vrai. pas tout à fait vrai. J'en avais déjà vu, j'avais déjà assisté et été assistant sur, ce type de chirurgie, mais pas seul en tout cas. OK, Et bon, ça s'est bien passé, mais ouais, pour une première, c'est assez marquant pour m'en souvenir encore maintenant. ouais. Première garde et bim, tout seul, la personne sur qui tu pourrais compter te dit, enfin, tu sais que c'est genre mort. Impossible. OK. Qu'est-ce que tu retiens d'avoir, réussi à le gérer de cette manière, à dire: «OK, je vais avoir juste l'aplomb de faire une vérité un peu détournée, mais pour que la personne me fasse confiance, de voir que ça s'est bien passé». Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là de ta carrière? Je pense que 10 ans après, je pense qu'il y a beaucoup d'insouciance, de, l'insouciance, quand on démarre, heu, OK.
probablement un peu une confiance en se disant: «C'est normal, il faut se lancer». C'était un peu aussi, la façon dont on a été formé. Je pense, ça a pas mal changé maintenant, mais nous, à l'époque, c'était ce qu'on pouvait entendre quand on faisait des gardes ou des remplats, c'était: «Bah, lance-toi, Mmh. tu vas y arriver, ça va le faire, aie confiance en toi». Heu et heu et f en tout cas dans cet exemple-là, ça s'avérait exact, mais c'est quand même une source de stress, c'est Ouais, sûr. ouais, c'est sûr. J'imagine, honnêtement, je pense que je suis un petit peu en tachycardie rien d'imaginer la scène. Mais bon, du coup, tu t'en es sortie et ce qui m'intéresse là, c'est de me dire, tiens, comment un jeune véto qui est depuis le début de sa projection dans sa carrière passionné par, la rurale, comment t'en viens à aller faire un stage en ophtalmo? Parce que c'est pas un truc que tu vois très fréquemment dans ma représentation, mais je peux me tromper parce que moi j'ai jamais fait de rural. Comment t'en es venu à aller faire ce stage, en fait? Ouais, donc le stage, il vient en gros après ces 2 années de rural. J'ai envie quand même de me reformer un peu en canine. Je sens que je perds les réflexes qu'on avait appris à l'école, surtout que ma 5e année finalement était aussi en rural Ouais, et j'ai envie de refaire un peu de canine en me disant: «Voilà, j'aurai un profil, mixte, sur le reste de ma carrière». Donc je retourne à Villars-les-Dombes, une clinique où j'ai fait, des gardes quand j'étais en 4e et même en 5e année, après mon épisode mmh, asthmatique. Et hem et arrivé à Villars, Aurélie, donc ma compagne, est prise en internat à Toulouse, pour 1 année. Donc c'est un petit peu difficile parce que, bah, en fait, moi voilà, je quitte, les 2 ans en rural où c'était un rythme très intense, où c'était difficile de se voir parce que, bah, j'étais, de garde, 1 nuit sur 2, un week-end sur 2. Où je me dis: «Je vais ouais, avoir un petit peu plus de temps, pour, aussi un peu pour nous», en étant à Villars et un peu plus proche, de l'école de Lyon. À l'époque, elle était à Lyon et elle postule pour l'internat. Elle est pas prise à Lyon, mais elle est prise à Toulouse et donc mmh, décide d'aller à Toulouse. Donc on sait qu'on va passer une année, éloignés, et donc du coup, ma motivation, c'était, se dire: «Bah, je retourne en canine». J'ai envie de l'avoir un peu, donc je vais essayer de trouver un stage à faire, à l'école vétérinaire de Toulouse et d'accord. je me dis, dans quelle discipline je suis vraiment mauvais et là, c'était évident, c'était l'ophtalmo. C'est vraiment une discipline, où enfin, c'était, je partais d'un niveau zéro. Comme tu dis, en rural, c'est quand même pas la discipline, enfin, il y a des cas, hein, d'ophtalmo en rural, mais c'est pas le plus fréquent, c'est Ouais, on nous aspire surtout quand on débute la carrière en rural et donc du coup, voilà, c'est ce qui m'a motivé à aller faire un stage, en ophtalmo à Toulouse, un peu d'accord. naïvement en me disant: «Bah, au moins 1 semaine à essayer de reprendre un peu les bases» et comme tu l'as très bien dit dans le résumé, vraiment, révélation. Ouais, Stage, extraordinaire. En fait, je me mets pas mal la pression avant d'aller en stage. Comme je sais que j'ai un niveau, 0. ouais, Je demande à Aurélie de me fournir tous les cours qu'avaient eu à Toulouse, les étudiants en 4e et en 5e année et les semaines avant, je bachote énormément. Tous les soirs, je reprends, les cours. d'accord. J'essaye de me mettre à un niveau au moins, théorique acceptable pour que le stage soit aussi enrichissant, pardon, pour moi Mmh, et du coup, je pense c'est ce qui m'a aidé aussi à être bien intégré au sein de l'équipe de Toulouse à ce moment-là et d'accord. et je fonctionne beaucoup aux rencontres et donc là, c'est une rencontre, c'est professeur Régnier, monsieur Régnier, professeur à l'époque, d'ophtalmologie à Toulouse et qui avait un D'accord. charisme extraordinaire et qui, clairement, m'a transmis sa passion et heu et voilà, comme une révélation et à la fin de la semaine, je me suis dit: C'est ça que je veux faire, c'est sûr». Ah ouais, incroyable. C'est quand même fou dans la représentation, que tu partes de: «Je suis hyper nulle, donc c'est là que je vais me former». Bah, je trouve ça déjà intéressant la le chemin de pensée que tu as pris et une semaine Ouais, avec quelqu'un d'inspirant, boum, tu te dis: «OK, mais en fait, c'est ça» et ça a teinté tout le reste de ta carrière et ça va exactement, teinter la suite, quoi. ouais.
OK. Hem, Qu'est-ce qui se passe après pour toi quand tu rentres de cette semaine, que tu as eu cette révélation, incroyable que en fait, c'est l'ophtalmo, je veux en faire? Qu'est-ce qui se passe ensuite quand tu reviens à Villars-les-Dômes? Bah, ça tombe très bien parce que, Villars-les-Dômes, c'est une clinique, hein, avec, déjà aussi beaucoup de vétérinaires, qui ont chacun une spécialité, un domaine de prédilection, Ouais. cardiologie, chirurgie, médecine, cancérologie, et il y avait personne, de vraiment compétent en ophtalmologie. Donc finalement, ça s'est très, très bien goupillé. De cette envie de faire de l'ophtalmologie, bah, finalement, ça m'a ouvert les portes de pouvoir me former avec un CES d'ophtalmologie et puis après d'aller plus loin. Parce que dans la clinique, à ce moment-là, c'était, une «discipline à apprendre» entre guillemets. OK, génial. Dans la vie, il y a des choses qui se déroulent tout seuls. Là, ça en fait partie. Hem, Comment tu es passée de ces années à Villars-les-Dombes à l'envie de dire, «Vas-y, on retourne dans le nord, mais cette fois dans le nord-est et je pars en Lorraine»? Pour moi, c'est pas vraiment le nord, hein. C'est Oui, mais c'est le nord de la France, c'est exactement. pas le nord, la région. Pour Aurélie, c'était le nord, hein, on est d'accord. Tu m'étonnes. Donc pendant les années, Villars, je fais un CES d'ophtalmologie, qui Ouais, donne un excellent bagage, théorique et on ouais. va dire un début de bagage, pratique et notamment, chirurgical, et ce qui me permet au quotidien, de prendre des cas, d'ophtalmologie au sein de la clinique et un petit peu de cas référés. Mais je sens assez rapidement mes limites en chirurgie et Mmh. et je sens que si je veux aller plus loin, en ophtalmologie, il va falloir, l'étape mentor, quelqu'un qui m'apprenne, vraiment à opérer, correctement. Mmh. Voilà, je pense pas qu'on puisse, comment dire? Du jour au lendemain, se dire: «On devient, chirurgien, ophtalmo». C'est très particulier d'opérer, sous le microscope et ça demande, certaines, tips, on va dire, heu, Mmh. qu'il va falloir, aller chercher auprès de quelqu'un, qui peut te conseiller et te suivre au quotidien. OK, Donc, c'est ça qui m'a motivé à partir sur, finalement un poste type, assistanat, on va dire. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est ce mentor-là que tu as choisi de suivre? Dans ma représentation, dans le CES, il y a eu plusieurs professeurs Ouais. et finalement, c'est lui que tu rejoins, Olivier Balland. Qu'est-ce qui fait que c'est là-bas que tu vas? Hem Je pense que donc, suite au CES, il y a des stages, hein, qui font partie de l'encadrement du CES, et je fais un stage avec, Frédéric Goul à, Bordeaux et Thomas Dulaurent à Annecy, Mmh. et pareil, feeling, incroyable, des gens, hyper inspirants, heu que j'ai voulu, suivre. Mais à l'époque, ce type d'assistanat, c'était pas si fréquent que ça. Il y avait pas tant de postes à pourvoir. Donc, Mmh. pareil, je demande à Thomas Dulaurent, de me prendre en assistanat. À l'époque, il y a pas de création de poste chez lui, et je redemande aussi à Toulouse, donc professeur Régnier et Jean-Yves Doué, de savoir s'ils sont au courant d'un poste, Mmh. et c'est eux qui me parlent du poste, en Lorraine chez Olivier Balland. OK. Et donc, moi, je suis trop content. Je me dis: «Bah, voilà, c'est une superbe opportunité». Donc pour la petite anecdote, j'apprends ça, je crois que c'est un jeudi après-midi. J'ai toujours eu l'habitude de pas travailler, les jeudis, et Aurélie, rentre, du boulot, et je lui dis: «C'est super, j'ai trouvé un poste, pour faire un assistanat, d'ophtalmologie, c'est à Nancy». Et elle a compris, c'est à Annecy. C'est génial, on va à Annecy, mais ouais, je valide complètement et je dis: «Non, non, non, c'est Nantes». Et là, sa première réaction, c'est: «Bah, c'est mort, on n'ira pas à Nancy». Donc, c'est assez cocasse. Oui, l'histoire a montré que finalement vous êtes allés à Nancy, mais je m'imagine très, très bien son cerveau de personne du sud qui n'a pas voulu comprendre Nancy de prime abord. Lyon, ça a toujours été la limite, donc, effectivement, Ouais.
Et ben, tu vois, ça me fait une parfaite transition pour aller sur un sujet un peu plus perso, parce que dans votre histoire de couple, il y a pas mal de mouvements, de géographiques Ouais. et je me dis, ben, comment vous avez, au fil de votre, couple, si tu es d'accord, hein, de partager, mais comment vous avez construit votre manière de prendre des décisions aussi importantes que celle-là? Parce que toi, tu as choisi d'aller à Saint-Hyacinthe, tu es revenue, ensuite Aurélie, elle a choisi d'aller à Toulouse, elle est revenue, ensuite, tu as une opportunité à Nancy, elle dit: «C'est mort», mais finalement elle te suit, puis vous revenez à Lyon. Enfin, tu vois, il y a eu quand même des gros mouvements, pas juste un peu autour de la région lyonnaise. Je veux bien que voilà, ce que tu seras d'accord de nous partager autour de comment vous décidez en couple et qu'est-ce que vous avez construit autour de ça entre vous, en fait? Ouais, 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 je pense que sur l'époque, Saint-Hyacinthe et son internat à Toulouse, ça s'est fait assez naturellement sur, c'est des opportunités en début de carrière, qui Mmh. étaient importantes pour se façonner et on était chacun finalement dans notre programme, d'enseignement et donc ça s'est fait assez naturellement sans trop, sans trop en discuter, on va dire, en tant que couple. Heu, OK. c'est vrai que la période où elle était à Toulouse et moi sur la région lyonnaise, ça a fait prendre conscience que, bah, finalement, la distance, c'est compliqué au bout, d'1 an et donc c'est bien que ce soit 1 an et pas plus. Et pour le départ de Lyon où finalement on y était depuis, maintenant 4 ans, donc on était quand même bien ancrés. On avait vraiment un projet de rester, sur, Lyon. Bah, là, c'est Aurélie qui est assez extraordinaire et qui a senti, moi, mon besoin de continuer ma formation en ophtalmo. Heu, Ouais, que j'avais vraiment envie de ça, pour, continuer à apprendre et petit à petit à me spécialiser en ophtalmo et qui sentait que j'en avais besoin et qui m'a dit: «Écoute, je te laisse», elle me dit: «Je te laisse 1 an et tu as entre guillemets «quartier libre». Tu choisis, où est-ce que tu veux aller et je te suis». Ouais, OK. c'est assez incroyable de sa part, de de me proposer ça et ça a été, je pense, c'est un élément, très, très fort aussi après dans notre couple. C'est pas pour rien, je pense que ça a découlé après quand on est parti en Lorraine sur, une demande en mariage et puis, l'envie de faire, des enfants ensemble, après cet épisode. Ouais, ça je pense Mmh. que ça a fondé quelque chose de très, très fort, OK. cette façon incroyable dont elle m'a suivi, dans cette envie, même si c'était dans une région, pour elle où au début, bah, elle voyait pas trop, en tout cas pour, son développement personnel, l'intérêt, d'aller, sur Nancy. Ouais, OK. C'est beau Mmh. et comment vous avez, il me semble que vous êtes restés plus qu'1 an à Nancy. Ouais. Comment vous avez fait pour décider, sachant elle avait déjà fait ce très beau cadeau de dire: «Bon allez, j'ai pas envie Nancy, mais pour toi je le fais, j'ai envie que tu le meilleur», en gros, enfin c'est ma traduction, hein, j'entends, de Fleur Bleue. Comment vous avez décidé de rester plus? Parce que ça se passait bien. OK. Je pense pour les 2. Aurélie finalement, elle s'y est retrouvée complètement parce que on était dans la même structure, hein, Lorraine Vet et elle a pu développer, un pôle de cardiologie. Et donc, elle avait une opportunité aussi là assez intéressante de s'épanouir, professionnellement. Ouais. Et puis moi, c'est pareil, c'est que finalement, on partait dans l'idée de faire 1 an et ça se passait tellement bien et j'avais tellement envie encore d'apprendre, auprès, d'Olivier Balland et Anne-Sophie Poinsart, mes 2 mentors là-bas que assez naturellement, on s'est pas trop posé la question en fait. On a continué à, à faire notre quotidien, là-bas, sans se dire: «Bah là, c'est le moment d'arrêter et de trouver autre chose, quoi». Ouais. Finalement, même si c'était très, très, très loin dans le nord pour elle et pas tout à fait le vrai nord pour toi, il y a eu quelque chose de chouette dans votre quotidien là-bas? Ouais, ouais, ouais. Et puis, OK. bon après encore quelque chose de plus chouette, c'est aussi, nos enfants. Mmh. Gaspard Les 2 sont nés, à Nancy, du coup? ouais, exactement. Ouais. Donc c'est pareil. Je pense que, bah,
quand on fait des enfants, on cherche une certaine stabilité, c'est important, et donc du coup, et d'avoir des repères. Et finalement, on avait créé cette stabilité et ces repères et un mode de fonctionnement qui nous convenait. Donc, bah voilà, avec l'étape des enfants qui est une sacrée étape dans la vie. Je pense que c'était bien à ce moment-là d'avoir une stabilité, en tout cas professionnelle, et puis dans l'entourage qu'on pouvait avoir auprès de nous en Lorraine. Mmh. Génial. Ah oui, donc vous aviez aussi des amis là-bas? Parce que tu parlais du cercle d'amis à Lyon, mais vous avez aussi, trouvé un cercle d'amis autour de Nancy? On s'est fait des amis. On s'est fait OK. des amis. C'est une région hyper accueillante, donc du coup, et donc avec le contact assez facile, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec les collègues de travail. Donc ouais, on a été pour le coup agréablement surpris dans l'intégration facile dans la région. OK, génial. Ça donne presque envie d'aller voir. Et tu disais l'importance que ça a eu pour toi de devenir papa. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans, ta manière d'aborder, ton métier? D'aborder mon métier, c'est difficile, parce que finalement, pour moi, mon métier, je pense que ça vient de mes parents. J'ai beaucoup été, éduqué dans la valeur travail. Heu, pour mes parents, c'était très important. Enfin, c'est leur mode de fonctionnement. Ils travaillent énormément, ils travaillent encore, et donc la place du travail est importante. Et donc c'est vrai que, bah, l'arrivée des enfants, c'est un sacré bouleversement, et il va falloir trouver un nouvel équilibre et s'adapter aussi au niveau du travail, pour que l'équilibre soit bon et qu'on soit autant, pleinement, épanoui, professionnellement, mais aussi épanoui dans la vie de famille, et qu'on ait des moments, on va dire qualitatifs, avec les enfants au quotidien. C'est un équilibre à trouver, et je pense que, je l'ai peut-être même pas encore complètement trouvé, si je suis honnête. Ouais. Et ben, concrètement, qu'est-ce que tu as déjà mis en place qui te permet, même si c'est pas encore, tout à fait équilibré comme tu le souhaiterais, mais qui te permet d'avoir un niveau d'épanouissement entre ton pro et ton perso? Je travaille 4 jours semaine, donc j'ai mon jeudi, Ouais. et ça, c'est important. C'est vraiment le jour où, je vais les déposer à l'école, je vais les récupérer, je vais amener, Gaspard à une activité sportive. Donc je vais vraiment essayer de consacrer, beaucoup de temps, dans cette journée, avec eux. Et après, j'ai aussi la chance, d'avoir trouvé un équilibre où je travaille pas le week-end. Et donc là aussi, c'est hyper important parce qu'on passe beaucoup de temps en famille, et on a la chance de passer beaucoup de temps en famille, le samedi, dimanche. OK, trop bien. Ah, tu nous diras, dans le futur s'il y a des des supers astuces pour tous les parents vétos, qui aiment beaucoup leur job et qui ont envie de passer du temps avec leurs enfants, s'il y en a des nouvelles. Ouais, en tout cas, le conseil, c'est, d'essayer en tout de faire en sorte que les moments, ils soient qualitatifs. Ouais, Parce que sinon après on reste dans la routine du quotidien, dans le quotidien, et le quotidien avec 2 enfants en bas âge, parfois il est compliqué. il est pas toujours hyper fun, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, c'est normal, hein, c'est une étape de la vie. Mais voilà, il faut savoir, à mon avis, à un moment, bah, faire en sorte que, de bouleverser ça pour que, d'un quotidien un petit peu difficile, finalement, on va trouver une activité extérieure, qui va faire plaisir à tout le monde et où ça va être un bon moment ensemble. OK, trop bien. On va faire un détour, on va revenir à ta vie, professionnelle parce que j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Tu disais pendant la préparation et tu en as parlé tout à l'heure que tu as passé un CES en ophtalmologie et aujourd'hui, tu travailles dans un centre hospitalier vétérinaire en n'ayant pas de titre, de spécialiste bordé et tu as envisagé une VAE pour obtenir ce titre. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire quelques mots sur, ton parcours, où est-ce que tu en es? Pourquoi ce choix Ouais. par rapport à la VAE? Choix assez naturel à partir du moment où on va dire que j'ai un profil, entre guillemets, maintenant un peu atypique. Je pense que les nouvelles générations, la spécialisation, elle est devenue, plus facile d'accès, on va dire, plus naturelle, avec un parcours qui est un peu tout tracé, où c'est,
les 5 années d'école, un internat, un assistanat et une résidence universitaire. Et dans certaines disciplines, ça peut être aussi une résidence dans le privé. Mmh. Moi, finalement, avec mon parcours, d'abord une orientation plutôt rurale, puis de rebasculer en canine avant d'avoir la révélation pour l'ophtalmologie. Finalement, j'ai déjà, entre guillemets, un certain âge et donc je suis plus trop dans le mood de repartir à l'école pour me relancer dans une résidence. Mmh. Et surtout qu'en ophtalmologie, si je dis pas de bêtises, il y a 10 ans, il y avait très peu d'opportunités. C'était une résidence, à Toulouse pour avoir un titre de DESV universitaire. Il y avait, une résidence à Alfort ou à Fréjus. Donc finalement, c'était très peu. Et donc on va dire que mes choix de carrière et la façon dont ça s'est fait, moi, c'était d'abord vraiment plutôt une année d'assistanat, à l'Orenvet. Ouais. Pour, voilà, développer plus de compétences. Mais même, je dirais que si je suis honnête, quand je suis parti à l'Orenvet, je pensais pas faire que de l'ophtalmologie. Pour moi, c'était vraiment essayer d'emmagasiner un maximum d'informations, de techniques, pour après, revenir sur une activité, plutôt généraliste, mais on va dire avec un bon bagage, ophtalmologique. OK. Et voilà, le feeling s'est tellement bien passé avec, Anne-Sophie Poinçard et Olivier Balland que, ils m'ont transmis, là aussi encore cette passion pour, l'ophtalmologie et d'une façon, spécialisée et où naturellement j'avais envie de continuer aussi à, moi, me spécialiser en ophtalmologie. Et donc c'est la façon de me spécialiser en ophtalmologie, c'est de suivre finalement, ce parcours qui est proposé, qui est la VAE. Ouais. C'est un parcours, on on va dire qui est moins maintenant, réputé, connu, on va dire. Il est d'ailleurs actif que dans certaines disciplines, dont l'ophtalmologie et je l'ai pris, comme, finalement c'est, comme un cahier des charges et comme une aide pour, s'améliorer de jour en jour. Ouais. Et donc pour moi, c'est hyper important. Je l'utilise comme quelque chose où, je me dis: «Bon, voilà, aujourd'hui, il va falloir, apprendre, à donner une conférence. Aujourd'hui, il va falloir apprendre à écrire un article». Et donc ça, c'est finalement des compétences qu'on n'a pas, hein, quand on sort de l'école, Mmh. qu'on arrive dans la vie active. Et donc c'est des nouveaux challenges. Et comme je te disais, moi, je fonctionne au challenge. Et donc du Ouais. coup, je m'y retrouve complètement parce que, OK. c'est un sacré challenge avec beaucoup d'étapes, beaucoup de choses, à réaliser. Mais du coup, ça se complète parfaitement dans mon quotidien et c'est devenu, c'est maintenant intégré dans mon quotidien. Et c'est une façon finalement de s'améliorer de jour en jour et de Ouais. continuer d'être à la page, de continuer à apprendre des nouvelles techniques, et d'enrichir le bagage qu'on a déjà et qu'il faut continuer à développer au cours de sa carrière. Parce que OK. c'est Bon. ça qui est difficile dans notre métier, hein, c'est que, voilà, il y a la théorie qu'on a appris à l'école, la Oui. pratique qu'on apprend sur les premières années, mais il faut, en permanence, réapprendre. Il faut en permanence être curieux, aller chercher les nouveautés parce que, je pense comme dans de nombreux métiers, mais c'est en sciences, c'est vraiment, heu, incroyable la vitesse à laquelle ça va et à la vitesse à laquelle, les connaissances, les compétences, évoluent. Et Ouais, donc, faut se tenir à la page et c'est un boulot du quotidien. carrément. Donc là, tu es encore en cours de VAE? Ouais, exactement. Tu OK. Ouais, ouais. Et tu as une idée du temps que ça va te prendre encore pour, l'obtenir ou pas? Non, j'ai pas forcément d'idée de temps. Heu, OK. L'idée, c'est vraiment une validation, des acquis sur l'expérience et donc du coup, Ouais. c'est un long chemin, mais qui me va très bien parce que ça me pousse, au quotidien à m'améliorer, à performer donc voilà, je pense que il faut pas se mettre de pression, faut pas chercher l'objectif et de se dire qu'à un moment ça viendra naturellement si ça doit venir. OK. Trop bien. Tu me disais quand on a
en off avant qu'on enclenche le enregistrer que tu avais des enfants à aller chercher et je vois que le Ouais, temps tourne. exactement. Du coup, j'aimerais bien quand même que tu puisses nous dire quelques mots sur, l'aventure, Onnivet. Ouais. Comment, qu'est-ce qui t'a décidé à y aller? Tu vois, c'est quelqu'un qui t'a tendu la main? C'est toi qui as proposé? Je veux bien que tu nous racontes ça en quelques minutes. Onnivet, je pense que c'est déjà un choix de région. Ouais, Voilà, au bout des 4 ans, en Lorraine, même si ça se passait hyper bien, pour le coup, on avait envie de se rapprocher, de nos amis ou de notre famille et donc du coup, étant du Nord et Aurélie du Sud, c'était un peu compliqué au niveau famille. Ça veut dire que ça impliquait un choix et donc assez naturellement, on s'est plutôt reporté sur le choix, de la région lyonnaise où on a beaucoup d'amis et en se disant que finalement pour les 2 familles, c'était plutôt facile d'accès. ouais, Paradoxalement, Lille-Lyon en train, c'est que 3 heures, donc ça se fait plutôt bien. Hem Et donc voilà, ça a été plutôt d'abord un choix de région, l'envie de revenir dans la région, lyonnaise OK, et hem et avant de partir à Lorennette, je connaissais un des 2 fondateurs de Onlivet, OK. donc Pablo, Rivier, avec qui on faisait, du squash ensemble et donc qui a toujours suivi, mon parcours. Voilà, ça faisait partie aussi des personnes qui m'avaient poussé à aller à Lorennvet, qui m'avaient encouragé. À ce moment-là, on discutait en disant: «Bah, voilà, pour moi, je suis à Villars, dans la région lyonnaise, ça se passe bien». Heu, c'est difficile comme choix de se dire, on va tout bouleverser pour aller en Lorraine Mmh. et lui, je me souviens qu'à l'époque, il m'avait conseillé de le faire en disant que c'était bien de chercher à aller, se spécialiser en ophtalmologie et donc lui, à l'époque, il était chirurgien itinérant et voilà, on a continué à se donner des nouvelles. Entre-temps, lui, il a créé le CHV, Onlivet avec, Alexis, Lecoindre et puis assez naturellement, au fil des ans, il prenait de mes nouvelles et voilà, il voulait savoir où j'en étais, dans mon cursus, d'ophtalmologie Mmh. et c'est comme ça qu'en 2021, sur un coup de téléphone, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, là, je pense que maintenant, on a envie de quitter, la région, de Lorraine. On a envie de revenir dans la région, lyonnaise» et donc là aussi, les les chemins se sont croisés. Ils avaient envie de développer, une activité d'ophtalmologie et moi, c'était le bon moment pour intégrer l'équipe. Génial. Donc c'est toi qui as dit, que tu comptais enfin, en fait, j'entends qu'il y avait un besoin de leur côté, Ouais, il y avait une envie de la tienne et vous avez dit: «Oh génial, on se rencontre, on a exactement. les besoins et nos envies». OK, Ouais, trop c'est bien, ça. trop chouette et là, après du coup 2 ans et demi de Ouais, c'est ça. développement, où est-ce que comment tu le vis, en fait, cette aventure-là? Hyper bien, pareil, c'est une équipe, jeune, heu, Ouais. hyper dynamique, vraiment avec, c'est ça, une qualité de vie au travail qui est excellente. Heu, Hein. Vraiment avec, une bonne complicité, que ce soit avec les vétérinaires, avec les assistantes donc c'est un cadre de travail qui est excellent et donc et puis moi au niveau, de l'activité, ça se passe très bien, donc je m'épanouis et je suis content. Voilà, je fais ce que j'aime, mon métier d'ophtalmo et puis, l'activité, est bonne, donc ça fait plaisir aussi parce que c'est un sacré challenge au final de se retrouver tout seul. C'est OK. Au début, c'est pas facile, hein. On passe d'une équipe où on est 3, où on est finalement, le petit bébé de la bande, à qui on lui a tout appris. Donc voilà, on est encadré, on va dire, quotidiennement et de cette place d'encadré, bah, on arrive et il faut tout faire tout seul. Donc effectivement, c'était un sacré challenge, mais voilà, comme ça se passe bien et que ça monte, ça fait Ouais, plaisir. trop bien, félicitations et j'imagine que ça t'a donné ta dose d'adrénaline, que tu aimes avoir, dans le Exactement, quotidien. exactement. Ouais. Tu as déjà eu l'occasion, d'encadrer des personnes toi aussi depuis que tu es à Onlivet? Hem, on va dire qu'il y a pas mal de stagiaires qui viennent, OK. du coup du CES d'ophtalmo, de Toulouse.
Et donc pour moi, c'est un plaisir parce que finalement, c'est un peu, je me vois moi il y a 10 ans, donc c'est extrêmement agréable et puis c'est stimulant aussi d'avoir des stagiaires. Ça permet aussi, voilà, ils sont toujours débordants de questions, souvent des questions excellentes. Et ça permet de nous challenger, de se remettre en question, de se dire ouais, c'est vrai, pourquoi je fais ça. Et donc, hyper intéressant. Génial. Si j'étais encore vétopraticienne, je viendrais faire un stage avec toi. Avec plaisir. Clairement. Mais ça ne me sauvera pas. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble, mais je pense pas que je viendrais faire un stage en ophtalmo. Ce serait très surprenant. J'aimerais bien, du coup, voir avec toi s'il y a une chose importante que tu aimerais dire, un message que tu aimerais faire passer dans ce podcast avant qu'on arrive sur notre dernière question. En tout cas, je pense que mon parcours montre bien que voilà, il faut pas s'arrêter forcément à son premier choix. Il faut pas avoir peur de remettre en question le choix initial. C'est pas du tout un échec. Et finalement, je suis hyper content de mon cursus. Chaque étape a été enrichissante. Chaque étape m'a appris certaines valeurs, certaines choses qui sont encore hyper importantes dans mon quotidien. Et donc voilà, je pense que c'est le message que je peux faire passer, c'est si vous avez envie de changer, hésitez pas et c'est forcément la chose qu'il faut faire. Trop bien. S'il y a des personnes qui veulent te contacter après avoir entendu ce podcast, comment elles peuvent te joindre? Ouais, elles peuvent me joindre directement. Je pense qu'il y a mon contact sur le site d'Onnivet. OK. J'ai un compte LinkedIn aussi. Il y a une page Instagram du service d'ophtalmo. OK. En faisant des petites recherches, elles vont te trouver, quoi. Ouais, je pense que c'est assez facile de pouvoir entrer en contact. OK, trop bien. On arrive à notre dernière question et après je te libère pour que tu ailles chercher tes petits bouts de chou. On va faire un saut dans le futur pour cette question. Je te propose d'aller sur la fin de ta carrière. Je sais pas si on parle de retraite ou pas, je sais pas si tu comptes la prendre. Mais j'aimerais bien te demander, si tu te projettes à ce moment-là de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de la carrière que tu auras menée? En tout cas, je veux pas avoir de regrets. OK. Ça c'est clair. Et finalement, essayer de rester moi-même. Voilà, ça c'est aussi important. Je pense que voilà, essayer de continuer à avoir les valeurs qui m'ont inspiré dès le début et de pas changer. OK. Trop bien. Merci beaucoup JB de m'avoir prêté un petit peu de ton De temps. rien. C'était un Merci plaisir Pauline pour moi de te recevoir. pour ces nouveaux exercices, Ouais, j'étais nouveau ta première intervieweuse. voilà, un nouveau Trop petit bien. pic d'adrénaline, c'est bien. J'ai eu ma petite dose quotidienne, parfait. Ah génial, je suis contente de savoir ça. Merci à nos auditeurs et nos auditrices qui nous auront écoutés jusqu'ici et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Ouais, merci à tous, à bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.